till I die. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler de Red Notice, qui est le gros film de la semaine, sinon de cette fin d'année, puisque c'est une des œuvres sur lesquelles mise énormément la plateforme de SVOD et qui a bien des chances quand même d'être regardée par des millions, sinon des dizaines, voire des centaines de millions de spectateurs. Et pour cause, c'est une comédie d'action au budget de blockbuster qui va taper dans les 160 millions de dollars hors budget marketing. Et on trouve à l'affiche Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, c'est-à-dire trois des comédiens les plus connus, et je dis bien connus, au-delà d'aimer et d'apprécier, les plus visibles, les plus célèbres, les plus bankable a priori de leur époque. Ça donne donc un gros machin dans lequel on va essayer de voler des trucs, de se faire des coups bas, de s'amuser, de se dire des trucs méchants avec des grosses explosions. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Ce serait assez facile de vous dire tout simplement de manière un peu lapidaire, et parce que on sait bien tous que ça peut des fois être marrant de faire des bons mots un peu cruels, comme il est aussi rigolo d'écouter quelqu'un cracher sa bile, de vous dire que le film est atroce, est horrible et machin. Mais je crois qu'on ferait une vidéo pas très intéressante et qu'on passerait un petit peu à côté du potentiel du sujet. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir comment le film s'est monté, parce que toute l'histoire de sa fabrication est très très intéressante, on a écrit à plusieurs mains avec Mathieu et Geoffrey un sacrément bon dossier qui est en ligne sur écran large. Vous trouverez le lien pour aller lire cet article en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je crois qu'il y a plein de petites anecdotes et surtout plein de petits aspects de business, d'organisation de cette production qui sont très intéressants et assez parlants. Plutôt que de juste vous dire le film est très très laid, les scènes d'action sont toutes pourries, les acteurs ressemblent tous à un espèce de prolapsus au ralenti, il n'y a pas grand chose à raconter, gna 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 gna, encore un truc pourri sur Netflix. Et je me dis qu'il faut peut-être voir un petit peu les choses autrement. Vous avez sans doute remarqué, depuis que Netflix est arrivé, s'est mis à produire et est devenu une plateforme de SVOD très puissante, on entend très souvent dire « Oui, vous savez, le fameux algorithme Netflix, oh là là, ils font des films en pilote automatique ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette problématique-là, en gros, cette idée un peu fantasmée, qu'il y aurait une recette qu'on peut appliquer de manière mécanique, rationnelle, pour fabriquer des films, c'est un vieux fantasme et une vieille crainte du cinéma et d'Hollywood en particulier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand le cinéma commence à devenir un divertissement populaire très puissant, très organisé, qui sort un petit peu des foires pour véritablement arriver dans des salles de cinéma, et qu'on voit arriver les premiers succès internationaux, parmi lesquels Naissance d'une nation de D.W. Griffith a été très important, et en fait, à ce moment-là, c'est là qu'on va commencer à s'incarner ce qui pourrait être le grand écart et la spécificité du cinéma, c'est que le cinéma, c'est une industrie du prototype. Alors ne partez pas en courant, qu'est-ce que ça veut dire une industrie du prototype ? C'est que c'est à la fois un domaine qui, pour fabriquer, pour créer, pour exister, a besoin d'une puissance industrielle, a besoin de fonds, a besoin, a des coûts qui se rapprochent de ceux de l'industrie. Mais en revanche, pour continuer de faire des trucs intéressants, pour continuer d'exciter le public, ça a régulièrement besoin de se renouveler. Si vous êtes un fabricant de cuillères, vous allez fabriquer des cuillères toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'en sortir une de 3 mètres, une de 2 cm. Non, les gens veulent acheter des cuillères. Par contre, si vous voulez faire des films, ça a beau être industriel et vous avez beau essayer de copier de temps en temps les bonnes idées ou les recettes de vos concurrents, vous êtes quand même bien obligé d'avoir de temps en temps des idées pour exciter le chaland, pour attirer les gens et pour les satisfaire une fois qu'ils sont venus en salle. Et par conséquent, il y a toujours une espèce de tentative, de tentation d'un studio ou d'une maison de production, d'un réalisateur, de qui vous voulez dans l'industrie du cinéma, de se dire « Non mais ça, je sais que ça va marcher ». Si on applique cette règle-là, si on applique cette équation-là, ça devrait plaire au public. C'est toute cette tension qui fait qu'on a des fois des catastrophes industrielles absurdes, des fois des trucs qui nous paraissent complètement désincarnés, mais qui marchent à mort. Regardez par exemple, pour le coup, et ça c'est pas un jugement de valeur, mais Marvel, c'est une tentative de la part de Disney, une tentative jusqu'à présent plutôt réussie, on va dire de conjurer la part risque. On va pas demander à des auteurs de donner un point de vue, on va pas demander à des auteurs de mettre une patte trop forte. Au contraire, on leur demande, de tenir un chantier, de tenir une commande et de s'assurer que leur film rentre exactement dans le continuum du reste. Et après, on va créer bien sûr des aspects de personnalité, des aspects de patte, de signature, mais qui en réalité sont bien plus du discours marketing et commercial qu'une réalité qu'on retrouverait dans les films. Bref. C'est exactement comme ça qu'est fait Red Notice. Il vous suffit de regarder la bande-annonce, vous allez voir que vous allez reconnaître en fait des plans d'action que vous avez vus dans d'autres films d'action, cette fameuse chute en numérique, comme ça avec deux personnages qui traversent une vitre et qui tombent après sur un échafaudage, sur de la tôle. Vous l'avez dans le trailer, c'est un truc qui a été énormément popularisé, notamment au moment des premiers James Bond avec Daniel Craig, notamment de Quantum of Solace. Si vous regardez toujours dans ce trailer, vous allez voir une séquence où Gal Gadot et Dwayne Johnson dansent en smoking et robe de soirée, vous allez vous dire on se croirait dans True Lies. Oui, effectivement, la séquence repompe
complètement des plans de True Lies. Dans le climax, à la fin, vous aurez, alors je vous révèle pas comment évidemment, mais vous allez avoir pareil, à un moment le film fait les poches à Indiana Jones et le temple maudit. Quand je dis qu'il lui fait les poches, il fait ça vraiment mais salement quoi. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait tout dans ce film se pense comme une manière de faire des copies, quoi. C'est une espèce de Dolly, la brebis clonée, quoi. Le film n'est qu'un écho d'autres films, et en fait, il tient à ce que vous vous en rendiez compte. Il veut pas le cacher, il veut pas le maquiller. C'est pas un manque d'inspiration, c'est son projet. C'est comme ça qu'il se pense. Et ça, c'est très impressionnant, parce que je pense que j'ai rarement vu un long métrage l'assumer à ce point, et le faire à ce point-là dans toutes ces scènes. C'est vraiment un film dans lequel il n'y a pas d'idée. Je veux dire, même les séquences en prison, là, qui sont grises, bleues, toutes moches, les séquences en prison, concrètement, elles viennent de séquences de Tango et Cash. Mais si vous connaissez Tango et Cash, quand vous allez voir le film, ça devrait vous sauter aux yeux. C'est le même étalonnage, c'est quasiment le même découpage. Bon, sauf que c'est deux têtards au milieu qui jouent, et du coup, c'est un peu compliqué. Non, donc, voilà, ça, c'est quand même une donnée qui est assez intéressante dans le film. Au-delà de la question de bien, pas bien, il est assez fou de voir que le film a été fait comme ça. Et donc, du coup, il faut peut-être se poser une question. Pourquoi est-ce qu'il a été fabriqué comme ça? Bah, c'est pas parce que Netflix, c'est Satan. Vous rigolez, des films à formule, des films répétitifs, des films qui s'inspirent d'autres, on en voit aussi sur grand écran, on en voit partout. D'autant plus d'ailleurs que Red Notice était initialement pensé pour le grand écran. C'est en effet un projet qui s'est monté pour de pures raisons de business. En gros, ce qu'on appellerait presque une association, une joint venture, autour de la figure de Dwayne Johnson, d'un scénario encore à écrire, du réalisateur Rawson Marshall Thurber. Et donc tout d'un coup, bah, au début, il y a des enchères, quoi. Qui veut prendre notre projet? Et donc c'était Legendary et Universal au début qui avaient répondu aux enchères, puis qui ont abandonné le bébé quand ils ont vu le résultat final, le scénario. Et Netflix a dit oui, Netflix a repris les enchères à ce moment-là et a racheté le projet. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils savent pas lire un scénario, parce que leur calcul est d'une nature très différente. Demain, vous êtes producteur de films de cinéma, de films en tout cas que vous voulez sortir au cinéma. Et bien si vous voulez avoir du public dans la salle, vous avez intérêt à, via des affiches, des teasers, des premières photos de tournage, des interviews des acteurs, des bandes annonces, des making-of, etc. et tout un arsenal promotionnel, vous avez intérêt à vous faire connaître du public. Plus que vous faire connaître, vous en faire apprécier, aiguiser sa curiosité, lui donner envie d'aller dépenser 5 ou 10 balles pour venir regarder votre travail. C'est pas évident. C'est d'autant moins évident que tous les éléments qu'on a cités, les bandes annonces, les teasers, tout ça, etc., vous ne maîtrisez pas complètement leurs canaux de diffusion. Vous pouvez pas appeler la presse et dire « vous me mettez en couverture ». Vous pouvez pas appeler la télé et dire « vous m'invitez les gens ». Vous devez absolument être dans une négociation pour faire de votre produit quelque chose qui va attirer les gens. La conséquence, c'est que vous avez intérêt à avoir des espaces de singularité, des trucs un peu précis, que le public qui va voir votre bande-annonce se dise « Ah tiens, ça me fait kiffer ». Sauf que quand vous êtes Netflix, votre logique est tout autre. Vous n'avez pas à convaincre des salles de prendre votre film. Vous avez une homepage sur laquelle vous avez un peu plus de 200 millions de clients qui vont passer et qui vont se faire recommander des choses en une. Vous savez, vous avez toujours cette bande-annonce qui se lance immédiatement quand vous arrivez sur Netflix. Eh bien, ça change toute la donne, et ça change la donne y compris de comment Netflix produit, achète, fabrique, distribue ses propres films. Parce que tout simplement, du coup, l'objectif pour qu'un film fonctionne, c'est-à-dire garde les usagers de Netflix le plus longtemps connectés sur la plateforme, tout simplement, pour faire ça, se pose la question du « tiens, quelles sont les choses qui les intéressent ?» Du coup, quand vous allez produire un film cher, un film qui coûte quand même 160 millions de dollars, vous allez vous débrouiller, on va dire, pour que sa surface de goût soit la plus large possible. C'est pour ça que vous prenez Gal Gadot, que plein de gens, notamment de jeunes gens et de jeunes femmes, ont beaucoup apprécié dans Wonder Woman. Vous en pensez bien ce que vous voulez, mais le fait est qu'elle a été reçue avec énormément d'enthousiasme. Vous prenez Ryan Reynolds, qui a juste pour lui quelques-uns des gros succès, on va dire, de la comédie d'action de ces dernières années, qui, quand bien même il agace une partie du public, est adoré et adulé d'une autre fraction des spectateurs. Prenez Dwayne Johnson, qui est, c'est pareil, moi j'en vois plein, et puis je partage leur opinion, qui dit genre, il fait toujours la même chose, oh là là, c'est vraiment une star d'action qui sent le savon. Sans doute le savon bien industriel. Néanmoins, le fait est que c'est aujourd'hui la star la plus bankable d'Hollywood, c'est-à-dire celle qui attire de la manière la plus régulière le public le plus important en salle. Donc tout d'un coup, vous allez cocher les cases des gens qui aiment bien les comédies, des gens qui aiment bien l'action, des gens qui aiment bien les films américains, des gens qui aiment bien le spectacle, des gens qui aiment bien Dwayne Johnson, des gens qui aiment bien Gal Gadot, des gens qui aiment bien Ryan Reynolds. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce film-là, vous allez toucher une proportion de vos abonnés qui est énorme, gigantesque. Autant d'abonnés, ou plutôt, en tout cas, on va dire un gros bassin, une grosse surface d'abonnés, qui, pour ceux qui aimeront le film, et il y en aura, vont aller partager cette opinion sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'en fait, vous produisez un film dont vous savez déjà quasiment, de manière presque métronymique,
comment votre public va interagir avec, et ce public va ensuite faire la publicité de la plateforme pour laquelle il paye, à laquelle il est abonné. Donc voilà, il faut bien voir qu'en fait, si le film a l'air à ce point-là plat, morne et artificiel, c'est précisément parce que c'est son but. Voilà, ne nous y trompons pas. Ça n'est pas un film raté, c'est un film réussi. Alors c'est un film réussi parce que c'est un bon film. La réponse est non. Bah non, on va pas se mentir, hein. C'est à peu près aussi agréable à regarder que regarder ses grands-parents faire l'amour sous MDMA, c'est particulier. Mais tout simplement, et là où c'est assez diabolique, je pense que c'est un des premiers films extrêmement formulaïques comme ça que je vois, qui me semble arriver à un stade, et c'est assez diabolique et vicieux, de franchement pas désagréable. Attention, hein, tout est nul. J'aimerais bien analyser un peu plus, vous donner plus de détails, mais il n'y a pas un domaine dans lequel le film n'est pas médiocre. Aucun. En revanche, il n'y en a aucun dans lequel il se foire complètement. Les scènes d'action sont pillées partout ailleurs et techniquement pas géniales. Bah, elles sont légèrement au-dessus de la moyenne quand même. Hein. Regardez à quoi ressemble la plupart des Marvel, voilà, bah, ça tient mieux la route. Les comédiens font rien d'incroyable. Ouais, mais ils ont quand même un peu plus l'air de se marrer que dans la moyenne des blockbusters. Le scénario est débile, oui, mais il a l'immense politesse de durer 1h49 générique compris, c'est-à-dire de ne pas nous faire croire qu'il y a quelque chose à nous raconter pendant 2h30, donc c'est mené tambour battant, et du coup ça passe pas trop mal. Et ainsi de suite. Et en fait, le film arrive à créer une espèce de zone, je dirais, de médiocrité confortable, que je trouve absolument terrifiante. Moi, ce qui me rassurait toujours jusqu'à présent, c'est que je trouvais que ces films très conçus en pilote automatique, conçus vraiment comme des cahiers des charges, étaient invariablement abominables, quoi. C'était vraiment des trucs qui trayaient la cornée. Et là, pour le coup, c'est toujours, en termes de qualité, c'est toujours très médiocre. Mais en termes de, c'est affreux d'employer des termes comme ça, mais c'est bien ce que j'ai ressenti, de confort de visionnage, c'est pas foncièrement dégueu. Et ça m'inquiète pas mal, c'est assez étrange, et ça fait donc un film qui n'est jamais désagréable, qui n'est jamais bon, mais qui en fait n'est jamais rien. Je suis curieux de savoir ce que vous aurez pensé de ce film, je suis curieux de savoir si ces quelques petites clés, peut-être pour réfléchir à comment il a été produit, comment il a été pensé, vous auront intéressé. Cette vidéo se termine, voilà, n'hésitez pas à la partager, à taper la cloche, à nous mettre un pouce bleu, à nous dire des choses gentilles, à nous dire des choses méchantes. Vous pouvez également aller lire la critique qui est en ligne et qui sera en description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Écran Large et à qui sait peut-être devenir membre premium afin de nous donner des sous. Nous on vous embrasse et on pense bien à vous et on vous dit à très bientôt.